Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion de ce jour avec d'abord la nomination de rapporteurs sur les deux propositions de résolution européenne que nous allons examiner dans la foulée. Et donc sur ces deux textes, je vous propose que soient nommés conformément à ce que nous avons décidé en bureau les auteurs de ces propositions. Et donc je vous propose de nommer Henri Alfandari, rapporteur sur la proposition de résolution européenne relative au nucléaire comme enjeu pour la décarbonation du mix énergétique européen, et moi-même sur la proposition de résolution européenne relative au transfert massif d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Pas d'objection, c'est donc acté, et donc je vous propose de commencer par ma proposition de résolution européenne sur les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie, puis que nous examinions dans un second temps la proposition du collègue Alfandari. Mes chers collègues, j'ai souhaité déposer cette proposition de résolution européenne puisqu'il y a maintenant un peu plus d'un an, le 24 février 2022, le gouvernement russe déclenchait une guerre de grande ampleur et à grande échelle contre l'Ukraine. Et depuis cette date, les forces armées russes ont commis en Ukraine toutes sortes de crimes de guerre, allant de bombardements de cibles civiles à des massacres de masse de civils ukrainiens. Chacun de nous a en tête la torture, les viols, les découvertes de multiples fosses communes dans les territoires reconquis. Je pense à Izium, je pense aussi à Boutcha, avec des corps laissés à l'abandon dans les rues de cette ville. Je pense aussi aux bombardements de cibles civiles qui ont été perpétrés notamment contre la gare de Kramatorsk, où le théâtre de Mariupol, où près de 600 civils ont trouvé la mort parmi eux, des enfants. Chacun a aussi en mémoire la destruction de nombreuses villes ukrainiennes. Je pense à Rubizne, Popasna, Liman, Severodonetsk, Soledar, ou encore plus récemment Barmout. Et donc force est aujourd'hui de constater qu'avec une grande lâcheté, l'armée russe, qui connaît de grandes difficultés sur le champ de bataille, s'en prend avec une cruauté indicible à la population ukrainienne. Ce sont des pluies de missiles et de drones meurtriers qui se sont abattus tout l'hiver sur le pays. Rien n'a été épargné, ni les immeubles d'habitation, ni les quartiers résidentiels, ni les écoles, ni les maternités, ni les hôpitaux, selon une stratégie de terreur conçue, planifiée, organisée par le Kremlin. Terroriser la population civile pour que l'Ukraine cède aux velléités impérialistes, voilà le projet monstrueux, barbare, inacceptable de Vladimir Poutine, et ces crimes ne sont pas le fruit de dérapages de quelques soldats perdus dans le brouillard de la guerre. Ils sont commandités, intentionnels, et voilà ce que nous voulons encore dénoncer aujourd'hui dans les termes les plus clairs. La guerre que mène Vladimir Poutine est une guerre terroriste. Et à cette stratégie de terreur s'ajoute l'horreur des transferts apparemment massifs de population vers le territoire russe. Le Haut Commissariat aux réfugiés estimait qu'entre le 24 février et le 17 octobre 2022, 2,8 millions de réfugiés ukrainiens avaient été transférés vers la Russie. Et si rien n'indique que ces déplacements soient tous involontaires, de nombreux témoignages indiquent qu'une partie d'entre eux l'ont été, et en particulier ceux d'enfants que cette proposition de résolution européenne dénonce. Ce sont déjà plus de 16 000 enfants ukrainiens qui ont été déportés par la Russie. Ce chiffre-là, quoique déjà massif, est très inférieur à la réalité. Il ne recoupe que les enfants qui ont pu être formellement identifiés. Les autorités ukrainiennes estiment, elles, que ce sont plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été subtilisés à leur famille. À cela s'ajoute la rééducation à laquelle les enfants ukrainiens enlevés sont soumis. Dans les quelques 43 camps identifiés partout en Russie, ces victimes innocentes de la guerre subissent un véritable lavage de cerveau visant à exterminer toute conscience nationale. Et nous serions bien naïfs de croire que ce qui est à l'œuvre en Ukraine est un soubresaut malheureux de la guerre. Tout découle directement de la volonté du président russe. Vladimir Poutine a donné son blanc-seing à cette mécanique génocidaire en signant le 30 mai 2022 un décret accélérant l'adoption d'enfants ukrainiens réputés orphelins en une journée seulement. Plus grave encore, le décret autorise la modification de l'état civil des enfants déportés pour en faire des citoyens russes. Derrière ces détails administratifs,
se cache une volonté de nier leur identité nationale, mais aussi de travestir leur mémoire personnelle pour qu'elle disparaisse. Face à la barbarie russe qui se déchaîne contre les enfants ukrainiens, la communauté internationale n'est pas restée inerte. Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt internationaux, l'un à l'encontre de Vladimir Poutine, l'un à l'autre à l'encontre de Maria Lvova-Belova pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion russe, fin février 2022. Voyons les choses telles qu'elles sont. La déportation des enfants ukrainiens vers la Russie s'inscrit dans une logique génocidaire, comme il est défini au terme de l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 pour la préservation et la répression du crime de génocide, ainsi que l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui qualifie de génocide le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Tout, dans nos valeurs européennes, fondées sur les droits de l'homme et notamment ceux de l'enfant, rejette les exactions de Vladimir Poutine. Avec cette proposition de résolution, mes chers collègues, je vous propose que nous soutenions les efforts faits pour retrouver ces enfants et à les rapprocher de leurs familles. Avec cette proposition de résolution européenne, je vous propose également que nous alertions les autorités européennes pour qu'elles sanctionnent les coupables de ces déportations et mettent en échec ce projet. Les valeurs européennes fondées sur les droits de l'homme, et notamment ceux de l'enfant, nous engagent aujourd'hui à dénoncer cela dans les termes les plus clairs. Avec cette résolution, enfin, je souhaite que nous condamnions formellement et avec la plus grande force les transferts d'enfants ukrainiens perpétrés par la Fédération de Russie et que soient mis en œuvre tous les moyens humains et matériels requis pour venir en aide à ces enfants. Voilà ce que nous demandons avec clarté dans ce texte aujourd'hui. Mes chers collègues, et j'en terminerai par là, il viendra immanquablement ce jour où les responsables de ces crimes et leurs complices devront rendre des comptes devant la justice internationale, devant l'horreur de ce conflit hybride, qui n'hésite pas à faire planer sur le monde entier des menaces nucléaires, économiques, de famine, et qui systématiquement utilise la terreur contre les civils et contre les plus vulnérables. J'ai la conviction que nous devons de concert avec la communauté internationale travailler afin que la justice soit rendue vite, haut et fort, conformément aux valeurs universelles dont notre pays est le flambeau et que porte aussi l'Union européenne. Nous le devons à l'Ukraine, aux Ukrainiens et à leurs enfants. Je vous remercie. Je vous propose de passer tout de suite aux orateurs de groupe et puis ensuite nous examinerons les quelques amendements qui ont été déposés en commençant à l'instant par le groupe Renaissance et Benjamin Haddad pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, je tiens d'abord en tant que président du groupe d'amitié France-Ukraine à vous remercier d'avoir pris cette initiative de proposition de résolution européenne qui pointe une des nombreuses horreurs de cette guerre en Ukraine qui nous touche, celle des transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Pourquoi est-ce que ce sujet nous touche tout particulièrement et que c'est notre responsabilité de s'en emparer? Hier, nous avons adopté en séance la proposition de résolution de notre collègue Anne Genetet, reconnaissant comme génocide l'Holodomor, cette grande famine organisée par la Russie de Staline contre les Ukrainiens. Et ce que l'on voit en fait dans cette guerre contre l'Ukraine, la destruction de l'Ukraine, ce n'est pas seulement des bombardements, des immeubles détruits, des occupations de territoires, c'est une volonté d'effacer l'identité nationale, d'effacer l'existence même de l'Ukraine, de l'effacer par la mémoire, en niant la spécificité de sa mémoire, et c'est pour ça que c'était important pour nous, hier, de rappeler l'importance, l'existence du génocide du Holodomor, mais effacer l'identité ukrainienne, c'est aussi effacer son avenir. Et effacer son avenir, c'est ce qu'on voit à travers ces déportations d'enfants, à travers ces rapts organisés, et à travers la négation même de la mémoire individuelle de chacun de ces enfants, comme vous le rappelez dans la résolution. 16 226, c'est le nombre d'enfants ukrainiens qui ont d'ores et déjà été identifiés, enlevés, déportés par la Russie. Mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce nombre est dérisoire par rapport à la réalité. Entre les facilités administratives qui ont été consenties par Vladimir Poutine permettant d'adopter un enfant ukrainien en une journée, décret du 30 mai 2022, 2 mois après le début de la guerre, on voit évidemment la coïncidence entre ces deux événements.
les modifications de leurs documents pour les faire passer pour des enfants russes. La négation de l'identité ukrainienne ne s'arrête pas là. Ces enfants sont arrachés à leur famille, parfois orphelins de parents qui ont été assassinés lors d'exactions russes. Ils sont envoyés dans des camps de rééducation en Russie, où ils sont victimes de la propagande du Kremlin, obligés de parler uniquement russe et d'apprendre à manier les armes. On est là, évidemment, dans une violation des conventions de Genève, mais qui vont bien au-delà, qui sont dans une logique génocidaire contre l'Ukraine et ses enfants. La Cour pénale internationale a réagi, a émis 2 mandats d'arrêt en raison de ces faits contre Vladimir Poutine et contre Maria Lvova-Belova. Et d'ailleurs, il faut se réjouir de voir que la France, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appuyé cette procédure et l'a soutenue. En tant qu'Européens, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas abandonner ces enfants aux mains de Vladimir Poutine et du régime russe. Il est de notre devoir de soutenir tous les efforts des pouvoirs publics pour leur permettre de retrouver leur famille, leurs proches, leur pays, leur culture, mais aussi de faire traduire en justice les responsables de toutes ces horreurs perpétrées à l'encontre du peuple ukrainien. C'est un enjeu de justice et bien sûr un enjeu de paix. Il ne pourra pas y avoir de paix possible sans que tous ces enfants retrouvent leur famille en Ukraine. Et c'est pour ça, évidemment, Monsieur le Président, que nous soutiendrons, au groupe Renaissance, sans réserve, cette proposition de résolution. Je vous remercie. Pour le groupe Rassemblement national, Thibault François, et pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de rappeler que ce conflit n'a évidemment que trop duré, avec plus de 300 000 morts, des enfants enlevés et des milliers de déplacés et de réfugiés de guerre. Notre groupe condamne fermement ces transferts massifs d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Par conséquent, nous voterons bien sûr en faveur de cette proposition de résolution. Nous pensons qu'une réponse à l'échelle internationale est nécessaire, notamment par le biais des Nations Unies. Nous continuerons de condamner l'invasion du territoire souverain de l'Ukraine et à appeler au rétablissement des principes de droit internationaux le plus rapidement possible. Bien sûr, la sortie rapide de ce conflit passera par le retrait des troupes russes en Ukraine, mais aussi par un jugement de crime. Il est bien sûr légitime de s'interroger sur toute poursuite de l'escalade. C'est pourquoi nous continuerons de soutenir toute action diplomatique du gouvernement qui favoriserait une sortie pacifique et rapide de ce conflit, par exemple en organisant une conférence mondiale pour la paix en France et donc à notre initiative. L'issue passera par l'organisation de cette conférence réunissant plusieurs pays d'Europe comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, également les États-Unis, ainsi que plusieurs États frontaliers de l'Ukraine comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli, que je ne vois pas. Du coup, elle est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci, Monsieur le Président. Le 18 mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine. Ce mandat fait suite aux nombreuses preuves obtenues par des ONG et des études indépendantes indiquant le transfert forcé massif d'enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie. Le groupe Horizon ne peut qu'approuver la décision de la Cour qui prouve que notre justice internationale fonctionne. Cette décision doit permettre de briser l'ambiguïté de certains États vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Le chef d'accusation est extrêmement grave et doit nous mobiliser de toute urgence pour permettre aux autorités ukrainiennes de garder la trace de ces enfants transférés de force, de pouvoir les rapatrier et d'engager les mesures d'aide, de secours et de soins aux victimes. Les institutions européennes doivent se saisir clairement de ce problème. C'est tout le sens de la proposition de résolution européenne qui nous est proposée. Aux sanctions qui touchent déjà les dirigeants russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine doivent s'ajouter des mesures visant spécifiquement les personnes responsables de ces faits terribles. Nous devons par ailleurs, avec nos partenaires européens, engager une action humanitaire coordonnée. Chers collègues, c'est un sujet d'importance qui est traité par ce texte. J'espère que nous saurons unanimement l'adopter pour condamner ces agissements. Le groupe Horizon votera évidemment en faveur de cette proposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Luc Warsmann pour 3 minutes pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour vous féliciter pour cette initiative et apporter évidemment mon soutien sur cette proposition de résolution européenne. Je me permets de profiter de cette intervention pour attirer votre attention sur 2 sujets en sollicitant un approfondissement et vous laissant juge une éventuelle rectification. Ma première question portait sur le point numéro 47 où la proposition de résolution invite la Cour pénale internationale à étendre cette procédure. On parle de la délivrance de mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine et de Mme Lvova-Belova à l'ensemble des responsables ayant pris une part active aux déportations d'enfants ukrainiens. Je confesse ne pas
est un spécialiste de procédure de la Cour pénale internationale. Je crois me souvenir qu'elle a un parquet, je crois que c'est M. Kahn qui a dû être élu quelque chose comme en 2021, et qu'elle a des juges du fond qui sont 18. Est-ce que, à vérifier, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux formuler les choses en disant qu'on sollicite, que le parquet demande à la Cour d'engager la procédure en vue d'un mandat d'arrêt, parce que j'aurais peur que nous mettions dans la position d'élus demandant quelque chose à des juges du fond indépendants, et je me demande si c'est une remarque pas tout à fait que de forme. Et puis le deuxième sujet sur lequel je vous laisserai vraiment juge, je vous pose la question pour la partager avec vous, c'est point 45. Alors j'ai une hésitation parce que dans un point précédent, on dit que l'ensemble de ces enlèvements d'enfants constitue un crime contre l'humanité, ce qui est une réalité. Maintenant, y a-t-il un seul crime ou est-ce que chacune des déportations n'est pas un crime? Et donc, c'est une remarque dans la rédaction du point 45. Elle s'achève par « et visant à ce que les enfants enlevés soient retrouvés et les responsables de ce crime traduits en justice ». Je me demande si ce n'est pas responsable de ces crimes soient traduits en justice. Voilà les deux remarques tout à fait constructives que je voulais faire en redisant le soutien pour votre démarche, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces interventions, et je rebondis immédiatement sur votre proposition et sur ces deux amendements, quelque part, que vous proposez, qui me semblent tout à fait pertinents et qui permettent de bien préciser les choses, de sorte à ne pas faire d'erreur, donc qui seront évidemment intégrés. Je propose qu'on passe aux amendements qui, eux, pour le coup, ont été déposés formellement, en commençant par, au fond, les trois seuls amendements qui ont été déposés par le groupe Renaissance. Et je vous laisse, Madame Klinkert, les présenter ensemble, si vous en êtes d'accord. Très volontiers, Monsieur le Président. Le premier amendement concerne l'alinéa 3, à substituer à la référence traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, cet amendement rectificatif, je le propose parce que, en fait, il est fait mention au TFUE, qui détermine les modalités d'application du traité de l'Union européenne. Je cite, « Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences, tandis que nous parlons dans cette PPRE des valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Et le bon texte à viser serait donc, selon moi, dans la PPRE, celui du traité sur l'Union européenne. Le deuxième amendement, c'est un amendement à l'alinéa 10 qui vise à compléter la série d'articles visés en y ajoutant l'article 7i du statut de Rome qui définit les disparitions forcées de personnes contre des crimes contre l'humanité. Voilà, il s'agit de ne pas oublier, je pense que depuis le début de la guerre, de l'invasion, la Russie parle officiellement d'une opération spéciale et non d'une guerre. Et le troisième et dernier amendement que je vous propose concerne l'alinéa 11. Il s'agirait de compléter cet alinéa par les mots notamment son article 25. Et il s'agit donc de l'article 25 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui porte en particulier sur les disparitions d'enfants. Et dans ce contexte, je voudrais souligner aussi qu'aujourd'hui, c'est notamment la dissimulation des documents attestant l'identité des enfants ukrainiens qui est aujourd'hui un obstacle majeur à leur retour dans leur pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ces amendements? Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Juste pour apporter le soutien du groupe Renaissance aux trois amendements portés par notre collègue Brigitte Klinkert, je profite de ce bref temps de parole pour vous redire au nom de notre groupe, Monsieur le Président, à quel point nous sommes heureux, si je puis employer cet adjectif-là, dans les circonstances qui nous occupent, en tout cas avec vous dans l'initiative que vous avez prise, et à quel point nous pensons qu'une résolution européenne forte de la part de l'Assemblée nationale sur la question tragique, horrible des transferts massifs forcés d'enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie s'impose et sera, si elle est très 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 largement, et j'espère peut-être même unanimement approuvée par notre Assemblée nationale, à l'honneur de notre Assemblée. Je voulais en profiter pour
également mentionner que à l'issue du Conseil européen du 23 mars dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l'organisation prochaine d'une conférence à l'initiative des institutions européennes, à l'initiative de la Commission européenne, pour aider à la localisation de ces malheureux enfants transférés de force, pour aider en quelque sorte les organisations internationales et l'ONU à localiser et à voir comment concrètement travailler à permettre le retour, que le président Macron, dans sa conférence de presse à l'issue de ce même Conseil européen, avait immédiatement approuvé, au nom de la France bien sûr, l'organisation d'une telle conférence sur ce sujet spécifique, et peut-être pouvons-nous l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans la présentation de la résolution européenne. Le fait qu'il y a maintenant, et nous espérons qu'elle se tiendra rapidement, cette conférence sous l'égide de la Commission européenne. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc je vais donner, j'aurais dû le faire auparavant, mais je donne évidemment un avis favorable à ces trois amendements. Je vous propose donc de mettre d'abord aux voix l'amendement 1, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vous mets aux voix l'amendement 2, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'amendement 3, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vous propose de donc déposer les amendements en tant que rapporteur que vous avez proposé, cher collègue Warsmann. Donc ce serait l'amendement numéro 4, qui propose au paragraphe 45 de transformer les responsables de ce crime traduit en justice en les responsables de ces crimes traduits en justice. Et puis l'amendement numéro 5, qui serait, lui, au paragraphe 47, qui transformerait le paragraphe avec la formulation suivante et invite le procureur de la Cour pénale internationale à étendre cette procédure à l'ensemble des responsables ayant pris une part active aux déportations d'enfants ukrainiens. Si cela vous va, je vous propose de les mettre au vote. Donc je mets... Comment ? Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu. Donc Thibault François. Allez. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit. Attention, le procureur, si je ne me trompe pas, je pense qu'il faut le faire vérifier par les services juridiques, c'est le procureur d'un État dans lequel le crime a été commis. Si je peux me permettre de compléter, parce qu'on ne peut pas saisir directement le procureur, c'est un État membre qui est du coup signataire et qui reconnaît la Cour pénale internationale, ou bien le procureur d'un pays dans lequel le crime s'est passé, qui lui fait le rapport à la Cour pénale, et également, comme ça a été dit par mon collègue, par l'ONU, le Conseil de sécurité. Et invite les autorités compétentes à saisir la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale. Très bien. Si je peux me permettre, simplement dire la Cour pénale, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse directement, justement, il y a des règles par rapport à qui est compétent pour saisir le procureur de la Cour pénale. Si je ne m'abuse, il y a 3 mécanismes de saisie de la Cour pénale internationale. Soit effectivement par un État membre, soit par le Conseil de sécurité, qui dans le cas précis est évidemment inopérant, soit par un des procureurs de la Cour pénale internationale, qui peut s'autosaisir sur la base d'éléments. Je crois qu'en l'occurrence, c'est ce qui a été le cas pour Vladimir Poutine. Je ne pense pas que ce soit un des États membres, mais il faudrait vérifier, qui est demandé à saisir la Cour pénale. Je crois qu'elle s'est autosaisie sur la base de documents qui ont dû lui être apportés par probablement des ONG qui l'ont transmis à la Cour.
Bon, je vous propose de laisser la formulation comme telle, et puis il faudra... Ok. Donc, on va laisser la formulation suivante et invite les autorités compétentes à saisir le procureur de la Cour pénale internationale. Je mets donc aux voix le premier amendement sur ces crimes, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'amendement numéro 5 sur le procureur, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et je propose, est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Frédéric Potier pour le MoDem. Oui, Monsieur le Président, merci pour ce débat. Bien évidemment, le groupe MoDem soutiendra cette proposition. Je ne suis pas intervenu tout à l'heure parce que je pense que beaucoup de choses avaient été précisées. Je rappelle aussi à mes collègues que l'effort de la Fédération de Russie en direction de la déculturation des enfants se passe aussi sur le territoire ukrainien. Je vous rappelle que quand les canons russes n'arrivaient pas et les troupes russes n'arrivaient pas à arriver à Kherson, on a réussi à faire arriver les nouveaux manuels qui étaient en russe et dont le titre était Donbass, cœur de la Russie. Donc il est évident qu'un jugement doit être posé. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pour ça que je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur... Je crois qu'il faut séparer les pouvoirs, mais puisqu'on invite une instance à juger, ne jugeons pas à sa place. Mais bien évidemment, mon groupe soutiendra cette proposition. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je mets au vote la proposition de résolution ainsi amendée. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au point suivant avec la proposition de résolution de notre collègue Alphonse Dari, que j'invite à venir s'installer à mes côtés, sur le nucléaire comme enjeu de décarbonation dans le mix énergétique européen. Chers collègues, vous avez tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, un nouveau chapitre de la stratégie énergétique de l'Union européenne s'est ouvert ces derniers mois sous la pression des crises internationales. L'ampleur des risques est énorme, mais c'est aussi une source d'opportunités pour constituer, à long terme, une véritable souveraineté énergétique. Dans celle-ci, nous devons bâtir une véritable industrie nucléaire européenne. La proposition de résolution européenne que je vous présente aujourd'hui part du constat posé dans mon précédent rapport portant observation sur le projet de loi nucléaire. L'atome est un atout indispensable pour répondre aux différents défis posés à notre continent. Le nucléaire est une des réponses aux défis climatiques et doit nous permettre de remplir les engagements du continent, la neutralité carbone à horizon 2050. Le nucléaire est une garantie de la souveraineté pour notre continent, avec des moyens de production d'énergie maîtrisés et localisés sur notre continent. Le nucléaire offre un avantage compétitif à nos entreprises européennes, avec la fourniture d'électricité à bas coût et demain de nouveaux débouchés autour de l'hydrogène. Pour nous permettre de répondre efficacement à tous ces défis, il est de notre devoir de redonner à l'écosystème des entreprises énergétiques du continent, dont notre champion français EDF est une des pièces maîtresses, la visibilité dont ils ont besoin en matière d'investissement pour engager massivement des financements dans l'industrie nucléaire. Nous devons arrêter notre politique du stop and go, empêchant toute visibilité à long terme. Je le répète, nous sommes à un moment inédit européen pour la stratégie énergétique. Rappelons-le, le nucléaire est au fondement de la construction européenne avec le traité Euratom signé en 1957. Or, depuis une dizaine d'années, le nucléaire était systématiquement exclu de l'ensemble des textes négociés par le Parlement européen et le Conseil. En 2010, l'Union européenne, au nom de l'impératif de concurrence, a imposé la création du dispositif de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'AREN, qui a lourdement dégradé les finances de l'opérateur historique EDF. En 2019, la Commission ne mentionnait pas une seule fois le nucléaire dans son pacte vert pour l'Europe. Pourtant, les années 2022 et 2023 marquent l'amorce d'une évolution avec l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte et la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone. Nos partenaires européens, jadis opposés, cheminent progressivement dans la bonne direction. Mais tout reste encore à faire. Je m'oppose à toute démarche consistant à opposer l'énergie nucléaire aux énergies renouvelables. Nous avons besoin d'une politique énergétique qui marche sur ses deux jambes, qui plus est, décarbonée. Nous ne pourrons atteindre l'ensemble de nos objectifs en nous appuyant uniquement sur l'intermittence des renouvelables. N'oublions pas que l'augmentation nécessaire des énergies renouvelables va de pair avec l'augmentation d'une énergie pilotable et décarbonée.
C'est pourquoi le nucléaire est incontournable dans notre stratégie énergétique européenne. Ne restons pas au milieu du gué. Il faut faire évoluer la législation européenne. La proposition de résolution a pour objectif de brosser à grands traits quelques pistes et une méthode pour construire une véritable filière nucléaire européenne à court, moyen et long terme. Le premier pas, dans les semaines à venir, est de poursuivre le travail intense de négociation mené au sein du Conseil, député il y a quelques mois, pour garantir le même traitement au nucléaire dans tous les textes européens. L'idée que je défends ici est celle de la cohérence du droit de l'Union. Par exemple, la Commission européenne intègre pleinement le nucléaire dans sa proposition de refonte du marché européen de l'électricité, mais l'exclut de la réponse européenne à l'IRA. Il en va de même pour l'hydrogène bas carbone. La Commission l'a reconnu, mais aucun débouché industriel n'est prévu pour l'instant, par exemple dans le paquet gazier. La proposition de résolution plaide ainsi pour une inclusion pleine et entière du nucléaire dans l'ensemble des dispositifs de politique énergétique du continent, au même titre que les énergies renouvelables. La deuxième avancée, à moyen terme, est de pouvoir faire la démonstration au niveau européen qu'une filière nucléaire à l'échelle du continent fonctionnerait techniquement, serait rentable économiquement et utile socialement. Lançons dans les prochains mois un projet industriel d'intérêt économique commun, les fameux PIEC, permettant d'assembler des briques technologiques issues de plusieurs États membres pour construire de petits réacteurs SMR et AMR. Nous pouvons également jeter les fondements d'une filière européenne du traitement de déchets par la constitution d'un PIEC sur le sujet. Servons-nous du succès technologique pour lever les doutes de nos partenaires de l'Union les plus rétifs au nucléaire. À long terme, nous pourrons parachever cette évolution par la généralisation d'une réelle filière nucléaire européenne, appuyée sur un traité Euratom revigoré, le financement de cette filière et des progrès technologiques, qui doit naturellement faire l'objet de débats entre les États membres, peut naturellement être soutenu par un dispositif commun d'export de matériel civil dans les pays tiers. Mes chers collègues, vous l'avez compris, nous sommes à un moment de vérité dans la politique énergétique du continent qui a été tristement amenée par une crise climatique et la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, je plaide résolument pour une méthode des petits pas à grandes enjambées. Démontrons l'intérêt d'une filière commune au niveau européen. Ne tardons pas à établir rapidement les fondements d'une union du nucléaire qui nous sera si précieuse face aux défis de notre siècle. C'est tout l'objectif du texte qui vous est soumis. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe, en commençant par Nicole Lepay pour le groupe Renaissance et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, notre groupe soutiendra naturellement cette proposition de résolution, qui est une suite logique au travail présenté par le rapporteur sur le sujet de la loi nucléaire que nous venons d'adopter le 21 mars dernier. Ce texte est d'autant plus utile qu'il vient, comme cela a pu être souligné, au moment où l'on peut s'inquiéter des propos de la Commission européenne, estimant il y a quelques jours que le nucléaire ne constituerait pas une énergie stratégique et que, ce faisant, elle ne bénéficierait pas de toutes les mesures de soutien du projet de règlement européen dit « Industrie à zéro émission nette ». Nous ne pouvons que déplorer ce positionnement et souhaiter que la Commission européenne évolue sur le sujet. L'impératif européen de neutralité climatique à l'horizon 2050, sujet sur lequel notre commission a déjà été mobilisée, d'ailleurs j'avais fait un rapport dans l'autre législature, doit tous nous mobiliser et ne sera réalisable qu'en usant de tous les moyens à notre disposition. Dans cette perspective, le nucléaire, énergie décarbonée et stable, sera essentiel aussi bien comme part du mix énergétique européen que pour produire un hydrogène bas carbone. D'ailleurs, j'inaugurais dernièrement la première plateforme hydrogène vert sur ma circonscription en Bretagne. Cette position du nucléaire, qui ne s'opposerait pas donc aux énergies renouvelables, mais viendrait compléter au sein de nos efforts de transition énergétique, est d'ailleurs partagée par plus d'une dizaine d'États membres qui l'ont à nouveau réaffirmé hier à travers un communiqué conjoint. Cette coopération industrielle européenne dans le développement des capacités de production d'énergie nucléaire doit se poursuivre et se renforcer. Il en va de la sécurité de la transition écologique, mais aussi de notre indépendance énergétique. Et je me permets juste une question. Comment consolider l'engagement d'une transition vertueuse, commune, responsable et surtout pérenne? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, merci pour ce travail. Et nous tenons à vous dire que nous allons soutenir sans faille sur la forme et sur le fond cette proposition. En vous précisant tout de suite que ce n'est pas un cadeau politique empoisonné, mais simplement la réjouissance de voir que nos points de vue développés depuis très longtemps
sont enfin rejoints par le plus grand nombre. Pour rappel, j'avais, au nom de mon groupe au Parlement européen, été à l'initiative d'une objection au texte de la Commission qui prévoyait de ne pas inclure le nucléaire, ni le gaz d'ailleurs, dans la taxonomie verte. À la suite de ce texte, a pu perdurer, et aujourd'hui, bien aussi forcé par les événements, nous voyons un revirement. Je signale en passant que seuls les LR nous avaient à l'époque soutenus. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureuse de voir aujourd'hui le soutien le plus large, comme celui des ministres de l'énergie des 11 États membres qui récemment, le 27 février, ont renforcé leur soutien de coopération pour une coopération européenne. Donc, les considérant bien sûr, tous les éléments et toutes les propositions que vous faites nous conviennent, tout particulièrement les axes forts qui ont toujours été les nôtres, à savoir l'accent mis sur l'hydrogène bas carbone, qui faisait partie de nos propositions depuis bientôt 15 ans, et puis la demande d'un soutien renforcé pour la recherche sur le nucléaire, notamment pour concrétiser et réaliser l'énergie de demain qu'est la fusion avec le projet ITER, mais aussi une filière que nous voudrions voir, et ça fait déjà presque 15 ans que nous le demandons aussi, qui est la filière au thorium, qui méritera d'être développée très largement. Alors tout ça pour dire que nous soutenons complètement toute cette proposition, que nous ferons en sorte qu'elle avance le plus possible et que, enfin, nous allons pouvoir avoir, j'espère de manière transpartisane, une politique de mixte énergétique de qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Henri Dumont pour le groupe des Républicains et pour 3 minutes. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Évidemment, sans surprise, les Républicains soutiendront cette proposition de résolution européenne parce que c'est ce en quoi nous croyons. Nous croyons dans le nucléaire. Et nous sommes heureux de voir que ceux qui, hier, n'y croyaient pas ou n'y croyaient plus, rejoignent aujourd'hui notre position. Et je note, monsieur le rapporteur, que vous faites partie d'un groupe politique dont le président de parti est celui qui a fermé Fessenheim. Et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez à défendre cette proposition de résolution est un pas en avant, de la même façon que la majorité a fait un pas en avant en revenant sur la funeste loi qui avait été votée en 2018 et qui visait à fermer 14 réacteurs nucléaires en plus des 2 réacteurs de Fessenheim, et que ce travail de conviction, où les députés les Républicains ont été vilipendés par certains ministres de l'énergie, de l'environnement, M. Hulot, Mme Pompili, qui faisaient de nous des arriérés de la politique énergétique, est aujourd'hui une page qui est définitivement tournée. Votre proposition de résolution le prouve et nous nous en félicitons. Cependant, ça a été dit par mes collègues précédemment, il est quand même difficile de blâmer la Commission qui explique que le nucléaire ne constitue pas une énergie stratégique, alors même que les signaux que je viens de rappeler, envoyés par notre pays, ont été assez flous. Et comment reprocher à la Commission, à nos partenaires européens, de ne pas croire dans l'énergie nucléaire, alors même que la France, depuis plus de 10 ans, envoie les signaux, alors qu'elle est à la base de la constitution d'un parc nucléaire important dans notre pays et en Europe, envoie les signaux que, après tout, le nucléaire est une énergie dépassée, qu'il faudrait arrêter le nucléaire et fermer les réacteurs. Et donc, c'est un travail de conviction qui va s'entamer à partir d'aujourd'hui. Nous y apporterons toute notre pierre, notre connaissance, notre compétence, si tant est que nous en ayons une, mais en tout cas, c'est pour cela que nous avons déposé un amendement à la proposition de résolution. J'espère que vous en aurez un œil attentif. Et vous pourrez en tout cas toujours compter sur nous dans la droite lignée de ce que nous avons pu défendre ces dernières années pour défendre l'énergie nucléaire et faire en sorte que celle-ci soit valorisée au niveau européen et qu'on sorte enfin des dogmatismes dont certains se retrouvent dans des amendements qu'évidemment nous ne soutiendrons pas dans l'alias qui nous a été présenté pour modifier cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est toujours réjouissant d'entendre qu'on peut compter sur les Républicains. Je vais passer la parole à Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur,
Depuis l'annonce d'un pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne a redoublé d'ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Des initiatives majeures ont été engagées pour cela. La révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables, la révision du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la taxonomie européenne sur les activités durables ou encore la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. L'ensemble de ces initiatives est nécessaire pour entamer une véritable transition énergétique et pour tourner la page d'une économie européenne trop dépendante des énergies fossiles. La France est quant à elle au rendez-vous de ces changements. Nous avons adopté en ce début d'année un texte qui permettra d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Toutefois, il faut le rappeler que notre production d'électricité est déjà largement décarbonée du fait de la place importante qui occupe le nucléaire. Aucun mix énergétique n'est actuellement envisageable et soutenable dans notre pays sans le nucléaire. Le nucléaire doit donc également devenir un levier incontournable de la décarbonation du mix électrique au niveau européen. C'est d'autant plus vrai maintenant que le développement de réacteurs de nouvelle génération et de réacteurs modulaires peuvent considérablement augmenter la compétitivité et réduire les coûts de production de cette énergie. Pour autant, les discussions qui ont eu lieu au Conseil européen la semaine passée prouvent une nouvelle fois que l'Union manque d'une réelle stratégie sur le développement du nucléaire. L'énergie nucléaire est classée comme une énergie de transition dans la taxonomie et elle occupe une place assez secondaire dans les dernières propositions d'actes européens sur l'industrie verte. Je crains que cette situation mette en péril nos objectifs de décarbonation à l'horizon 2050. Et je partage donc les constats de notre collègue Henri Alfandari et les objets de cette proposition de résolution européenne. Le groupe Horizon votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Et je m'excuse de l'avoir oublié. Mais aucun problème. Merci, Monsieur le Président. J'interviens sur ce sujet qui a été, vous le savez, sans doute longtemps mon métier. Le haut-commissaire au plan a fait un texte qui s'appelle Lucidité, donc je vais dire aux Républicains qu'il ne faut pas croire au nucléaire, c'est un fait. Et quand on parle de zéro émission nette, le nucléaire, c'est zéro émission nette. Voilà, c'est pas après des croyances, des votes. Je dis parfois qu'on aura bientôt un parti qui fera 2 + 2 = 5 et qui fera des référendums pour savoir si ça fait bien 5. Donc je crois que zéro émission nette, ça veut dire que le nucléaire doit y être, sinon on change le titre. Voilà, mais le nucléaire a zéro émission nette. Voilà, je vous rappelle aussi, chers collègues, que je suis coordinateur du groupe Souveraineté énergétique avec nos collègues allemands au sein de l'APFA et que j'ai très très bon espoir que ce travail qui est fait, qui commence évidemment, vous l'imaginez, dans des positions qui sont assez éloignées les unes des autres, disons-le comme ça, à l'intérieur entre les deux pays, mais même à l'intérieur des deux pays, est un travail qui est en train de démarrer et qui s'annonce, je crois, beaucoup à la capacité de mon collègue allemand que je connais depuis longtemps, Andreas Jung, pour faire avancer et pour faire un travail qui sera un vrai travail parlementaire sur ces sujets. J'ai 2 éléments techniques que je voudrais ajouter, Monsieur le Président. Un qui peut faire l'objet d'un amendement en séance, mais qui est assez particulier. Je rappelle ici que pour moi, le fondamental, c'est les réseaux communs. Les réseaux communs, je crois que c'est beaucoup plus important que le développement de ce qu'on appelle le thorium, c'est plutôt la pression atmosphérique qui évite. Voilà. Mais je crois que les réseaux communs de transport électrique, ça c'est une politique européenne qui est en retard et que nous devrions faire. Et puis j'ai un deuxième amendement qui lui sera présenté en séance, que je voudrais travailler avec le rapporteur avant, qui est sur la filière des déchets. Je crois qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin. C'est assez technique, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de le faire pour cette commission, mais je voulais le présenter. Il faut parler de territorialisation du cycle. C'est un peu compliqué, mais je crois qu'il est important que nous fassions ça. Il ne s'agit pas uniquement de créer une filière de retraitement, mais il faut s'engager, d'abord pour des raisons environnementales et de moralité environnementale, à ce que l'ensemble du cycle soit sur le territoire. Et c'est un peu différent, et ce n'est pas ce qu'il y a dans le texte aujourd'hui. Non seulement c'est de la moralité environnementale, non seulement ça permettra d'éviter des conflits à l'intérieur des pays membres, parce qu'on dit que celui qui produit, il garde, voilà. Mais en plus et surtout, chers collègues, nous allons favoriser des technologies françaises, nous sommes les seuls à le savoir le faire, qui permettent de travailler, de réutiliser. On a en particulier dans les nouveaux réacteurs, les nouveaux petits réacteurs aujourd'hui, on est capable de réutiliser des déchets des grands réacteurs. Et il n'y a que nous qui savons le faire en ce moment
dans le monde et à l'industrialiser. Donc je crois que cette phrase est absolument fondamentale et je la proposerai en séance. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de... Si, Sandra Rogol pour le groupe des écologistes, pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président et toutes mes excuses pour mon retard. Défendre le climat est une priorité partagée à la fois par les populations et par les discours des chefs d'État en Europe. Le souci, c'est que c'est utilisé aujourd'hui au détriment de la lutte pour la préservation du climat par les tenants de l'industrie nucléaire pour revenir sur le mix énergétique et les grandes avancées qu'ont produit certains pays, laissant un peu la France sur la touche industrielle de nouveaux modèles de développement économique et de création d'emplois qui pourraient être les leviers de l'activité de demain. La réalité, c'est que le nucléaire a besoin d'eau, que nous sommes en période de sécheresse historique et que, spoiler, ça va s'aggraver. D'année en année, nous vivons les étés et les hivers les plus doux du reste de notre vie. Cette sécheresse, elle est prévisible depuis plus d'une dizaine d'années, comme en atteste la littérature scientifique, prolixe à ce sujet, malgré l'inaction constante des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous pouvez tous être d'accord dessus. Le nucléaire demande donc trop d'eau. C'est rappelé à la fois par la Cour des comptes, qui met un petit taquet à la dernière loi votée par cette coalition présidentielle et ses alliés. C'est rappelé aussi par le GIEC et par l'ensemble de la littérature scientifique. C'est son fonctionnement de base. Mais il semblerait que gâcher l'eau, ressource essentielle à la vie sur Terre, ne soit pas un enjeu dans cet hémicycle. Il y a aussi une question de dépendance. L'Europe a été créée sur la question de l'énergie, sur la mise en commun de cette énergie pour lutter contre d'autres forces, à l'est ou à l'ouest. Elle a aussi été créée pour créer des possibilités d'indépendance. Or, on le voit, affaire après affaire, la France continue à faire affaire avec la Russie pour gérer ses déchets, pour importer de l'uranium. Elle continue à faire affaire avec le Kazakhstan, qui est en dehors de toute notion du champ démocratique. Et elle a continué pendant des années à conserver des troupes au Mali afin de préserver l'accès aux mines d'uranium du Niger. C'est toute la géopolitique, toute notre diplomatie qui est dépendante du nucléaire au détriment de la démocratie. Aujourd'hui, avec la crise, avec la guerre en Ukraine, ce sont des centrales qui pourraient exploser et causer une des pires catastrophes de cette guerre. C'est ça, la réalité du nucléaire, et c'est ce que, en France, ou à travers ces résolutions, vous souhaitez continuer. L'Europe s'est construite sur l'énergie. Elle a la capacité de construire les énergies de demain, propres, créatrices d'emplois, décentralisées, afin de ne pas dépendre de quelques réacteurs. Et pourtant, vous continuez à restreindre l'emploi, empêcher l'innovation technologique, empêcher la progression. Évidemment, les écologistes votent contre. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à l'examen des amendements. Il y en a quelques-uns, en commençant par l'amendement numéro 4, déposé par Madame Rogol. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à corriger une petite erreur qui s'est glissée dans la proposition de résolution où il est écrit que l'énergie nucléaire est une énergie nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Or, au vu du temps que nécessite la construction de nouveaux réacteurs, à savoir quelques années, dizaines d'années, alors beaucoup plus si on prend l'exemple de l'EPR de Flamanville qui ne sera certainement jamais fonctionnel. Je ne parle même pas des sommes investies à perte qui auraient pu doter, je ne sais pas, l'école, la santé, d'autres moyens, bref. Au vu du temps que nécessite la construction et la mise en service de nouveaux réacteurs, cette énergie n'apparaît pas utile, nécessaire, en capacité d'atteindre l'objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, puisqu'on perd la moitié du temps disponible, voire la totalité. Donc c'est un frein, donc c'est inutile, donc nous corrigeons cette erreur qui doit être une coquille. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, vous exprimez une position qui est la vôtre, qui est cohérente, qui est que vous êtes contre le nucléaire. Si vous étiez arrivé au moment où je m'exprimais sur la déclaration, l'idée n'est pas d'opposer les énergies renouvelables et le nucléaire. Par ailleurs, nous avons donc passé 2 lois d'accélération des énergies renouvelables et du nucléaire, et il y a absolument un consensus sur le fait que de toute façon, dans les 10 à 15 prochaines années, il faut déployer massivement des ENR. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne doit pas faire de nucléaire. Et donc, comme le dirait mon collègue Petit, on rentre dans le domaine de la croyance. La physique est-elle
pour le coup implacable. Il faut arrêter d'émettre des émissions de carbone, donc je suis défavorable. Merci. Frédéric Petit. Oui, je vais revenir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le zéro émission. C'est pas que c'est décarboné. Chers collègues, quand on a des énergies, le problème de l'électricité, c'est que c'est pas que de l'énergie, c'est de la puissance. Voilà. Et vous ne pouvez pas assurer le fonctionnement de notre pays si vous avez des énergies qui ne sont pas en puissance et que vous ne baquez pas au moins la moitié de la puissance. Et déjà, c'est compliqué pour tous les gens du métier. On peut arriver à 50-50, mais c'est déjà compliqué. Je vous rappelle que les lampes viennent de s'éteindre 4000 fois pendant que je vous parle. Les lampes là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut gérer derrière un réseau. Et ce réseau, on ne peut pas le gérer si on n'est pas capable de piloter. Piloter, c'est à 1/50 de seconde, chaque 50e de seconde. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les éoliennes. Je vous rappelle que EDF considère dans ses tableaux de suivi quotidien que le solaire n'a pas de puissance, puisqu'on est encore moins capable. Donc, il n'est pas question d'opposer, il est question de reconnaître qu'on fait marcher un réseau électrique tel qu'on sait le faire marcher pour les 30 ou 40 prochaines années. Peut-être qu'on inventera, avec la gestion des grands nombres, des manières différentes de gérer les réseaux électriques à 1/50 de seconde, mais on ne sait pas encore le faire. Et ça va durer encore 30 ou 40 ans. Pendant ces 30 ou 40 ans, il faudra des grosses turbines quelque part, sinon on y verra plus clair. Deuxième chose, vous parlez de gestion d'eau. Mais vous prenez l'hydrogène. Je vous rappelle que pour faire 1 tonne d'hydrogène, il faut casser, et là je parle de casser de l'eau, je ne parle pas de la chauffer de quelques degrés. Il faut casser, pour faire 1 tonne d'hydrogène, il faut casser 20 tonnes d'eau. 20 tonnes d'eau. Donc faire de l'hydrogène par exemple l'hydrogène onshore, j'en avais déjà parlé avec plusieurs ministres, je pose la question, si on fait des 20 millions de tonnes d'hydrogène comme c'est prévu par certains cas, ça veut dire 400 millions de tonnes d'eau. C'est une ville d'environ 50 000 habitants. Il faut réfléchir à ces choses-là. Donc l'eau aussi. Je n'ai pas tout à fait fini parce qu'il y a quand même des choses importantes. L'uranium et le Mali. Il reste 15 secondes. 15 secondes. Alors je passe. Le budget de l'État, madame, le budget qui fait le nucléaire, qui construit le nucléaire, qui construit l'énergie, ce n'est pas le budget de l'État, madame. Il faut quand même... C'est pas le budget de l'État, c'est des investissements industriels qui ont un budget industriel et qui ne sont pas pris aux écoles. Il y aura d'autres amendements de Mme Rogol juste après. Merci beaucoup. La parole est à Benjamin Haddad. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais mettre en garde contre cet amendement qui, sous couvert de rédactionnel, dénature en fait complètement le propos de ce que nous sommes en train de faire et lui fait dire n'importe quoi. Cette résolution est effectivement très importante, en particulier dans le contexte actuel. L'énergie nucléaire est fondamentale non seulement pour assurer une énergie décarbonée, la transition environnementale, aux côtés des énergies renouvelables, comme vous l'avez dit, Monsieur Alfandéry, mais aussi pour assurer l'indépendance stratégique de notre continent. On a vu à quel point, d'ailleurs, les relations sur le gaz, notamment, ont été utilisées par la Russie comme un levier d'influence sur nos démocraties, en particulier avec l'Allemagne. Donc je pense que cet exercice aujourd'hui est particulièrement bienvenu et que la Commission européenne ne peut pas être l'otage des dogmes d'un État contre l'énergie nucléaire. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, Monsieur le Président, que... on peut avoir un débat évidemment sur ce sujet, mais gardons-nous de tout complotisme et rendons hommage quand même aux 58 soldats français qui sont morts au Mali. Ils étaient sur le territoire malien à la demande du gouvernement malien pour lutter contre le terrorisme. Nos troupes sont parties à la demande du gouvernement malien. Donc je crois, ne mélangeons pas des questions de ressources naturelles et des théories du complot à cet épisode, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Rogol. Oui, alors très rapidement, sur le Mali, ce ne sont pas... Ah, le compteur n'est pas parti. Sur le Mali, ce ne sont pas mes propos, mais ceux des responsables de l'armée, donc je pense qu'ils sont assez fondés à pouvoir commenter dessus, et ceux du gouvernement qui ont expliqué pourquoi les troupes avaient été maintenues et quel était l'enjeu. Sur la durée, eh bien l'éolien, par exemple, je vous prends juste cet exemple-là, un parc, c'est 1 an pour sa mise en place globale et sa mise en fonction.
Le nucléaire, vous l'avez dit et redit, il faut compter en dizaines d'années. Sur la puissance et l'énergie, je vous renvoie, chers collègues, à l'été que nous venons de passer, où les centrales, objets hyper centralisés, étaient incapables, du fait de leur rénovation, du fait de l'élévation des températures, de fonctionner. Effectivement, il y a une question de puissance. Plus on la centralise, moins elle est pilotable. Le pilotage, oui, c'est important. C'est pour ça qu'un mix énergétique permet toujours d'avoir quelque chose, une source, une ressource, entre les courants, marins, rivières, le soleil, le vent. C'est comme ça que fonctionne un mix énergétique, avec en plus le nucléaire qui ira jusqu'à sa belle mort. Enfin, vous notez ma constance, monsieur le rapporteur. Je note pour ma part l'inconstance des soutiens du gouvernement qui, il y a quelques temps, quelques mois, étaient à fond pour les renouvelables, fustigeant l'énergie nucléaire, et qui aujourd'hui sont les premiers à fustiger les énergies renouvelables comme n'étant pas suffisantes. Vous constaterez que le dogme n'est pas de notre côté, le dogme est du côté de la France, seul pays à tout miser sur le nucléaire, quand tous les autres pays sont en train de développer des secteurs entiers de nouvelles technologies, de production, d'emploi et d'exportation, alors que nous restons sur la touche, arriérés, concentrés sur le nucléaire au détriment de tout le reste. Merci Thibault François pour le Rassemblement national. Oui, je vous remercie. C'est un peu compliqué de reprendre la parole après Madame Rigol et tout ce qu'il vient de dire. Donc moi, je vais peut-être remettre l'église au milieu du village. Alors, c'est évidemment un amendement de non-sens écologiste, à peu près comme la série que vous avez présentée ici. Alors le nucléaire est évidemment l'énergie la plus décarbonée, qui est source, alors attention, cri d'orfraie probablement, de notre indépendance énergétique et de notre souveraineté. Deuxième mot vulgaire. Je vous ai pas interrompu, donc ayez l'obligeance d'écouter jusqu'à la fin de mon intervention. Je vous ai pas interrompu. Donc je disais, contrairement à ce qu'avait pu dire à plusieurs reprises votre ministre, Madame Voynet, donc en fait, successivement, quand vous aviez des ministres, ils ont tout à fait déconstruit notre indépendance. Et alors il se trouve que votre amendement n'est évidemment pas logique, comme je l'ai dit jusqu'au début. Vous n'avez aucune proposition d'alternative. Vous souhaitez dénaturer le projet qui a été mis. Donc vous parlez d'économie d'eau. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples sur l'éolien dont vous venez de parler, sur les batteries. Alors vous savez probablement pas qu'on a besoin de cobalt pour faire des batteries. Je ne vous ai toujours pas restons interrompu. tranquilles. Allons-y. Donc je vous dis que les batteries sont composées de cobalt à 80%, et enfin le cobalt en France est à 80%, enfin le cobalt que nous arrivons à avoir vient à 80% du Congo. Alors vous devez savoir que c'est le 4e pays le plus pauvre au monde, qui a 40 000 enfants qui travaillent pour ça, et également pour faire des batteries, vous devez le savoir évidemment, il faut au moins il faut du lithium, et pour construire une tonne de lithium, ou pour pouvoir avoir une tonne de lithium, il faut 1 million de mètres cubes d'eau. Donc voilà peut-être la cohérence du projet que vous proposez. Donc on votera et on rejettera évidemment ces amendements et la série qui vient totalement lunaire des amendements que vous venez de déposer. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise... Non, chacun s'est exprimé pour les groupes politiques, mais il y aura d'autres amendements, rassurez-vous. Du coup, je mets aux voix l'amendement de Madame Rigol, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je passe à l'amendement numéro 1 de Madame Rigol. Caramanli, pardon, qui n'est pas là, il n'est pas défendu. Mais il y en a un qui arrive tout de suite de vous, Madame Rigol, numéro 5. Oui, celui-ci est bien à moi. Là encore, on vous propose de corriger une petite erreur qui s'est glissée dans ce texte. Il est écrit dans la proposition de résolution que le développement de l'énergie nucléaire ne porte pas atteinte aux objectifs européens de déploiement des énergies renouvelables. Or, il y a un budget unique de déploiement des énergies, et si on met l'essentiel de cette somme d'un côté, il est évident qu'elle ne peut pas aller de l'autre. Donc si l'argent investi dans des programmes de développement de l'énergie nucléaire l'est, il n'y a plus ce budget pour les énergies renouvelables, ce qui représente quand même des sommes conséquentes, puisque le coût estimé des 6 EPR voulu par le président de la République se situe entre 60 et 100 milliards d'euros. Alors ça tombe bien parce que 100 milliards d'euros, c'est la somme que... Le compteur n'est pas parti par contre. La somme de 100 milliards d'euros, c'est ce que la France dilapide chaque année en inaction sur la pollution de l'air, et donc ce qui coûte en santé à nos concitoyens et en argent, puisque ça coûte à la Sécu et en réparation. Cet amendement propose donc de préciser que si le développement de l'énergie nucléaire porte atteinte aux objectifs européens de déploiement des énergies renouvelables, en privant ces énergies des sommes d'argent dont elles ont besoin pour être déployées massivement, et ce alors même qu'elles sont bien plus efficaces que le nucléaire pour décarboner l'énergie européenne et atteindre les objectifs de 55% de baisse des émissions de gaz à effet de
serre d'ici 2030, puisqu'elles peuvent être mises en service bien plus rapidement. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je ne vous ai présenté que l'éolien, je pourrais faire de même avec les autres ressources. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Bon, cet amendement est de la même veine que le précédent. Je vous rappellerai quand même juste que si vos objectifs sont les mêmes que les nôtres, il s'agit donc de décarboner l'ensemble de notre mix et surtout l'ensemble de nos consommations. Et même si la France, grâce à son parc nucléaire, est l'un des pays les moins émetteurs, il n'empêche qu'on consomme toujours 2/3 d'énergie fossile pour tous nos autres usages. Et que si on veut préserver un minimum d'indépendance et qu'on veut réaliser nos objectifs, il va falloir remplacer ça par de la production électrique, sans obérer à l'éventuelle baisse de consommation générale, mais on ne s'en sortira pas sans ça. Donc le nucléaire est une pièce essentielle à cet objectif, donc bien sûr défavorable. Merci, monsieur Buchou. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, je voulais simplement réagir à l'intervention précédente de notre collègue Sandra Rigol en lui disant que répéter à l'envi un mensonge n'en fait pas une vérité. Et que lorsque vous dites que la France a tout misé sur le nucléaire, c'est faux. C'est faux et je vous renvoie pour cela à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables que nous avons votée. Et je crois que là-dessus, la position des écologistes est particulièrement ambiguë, pour le moins. Merci. Merci. La parole est à Thibault François pour le Rassemblement national. Oui, je vous remercie. Donc, encore évidemment un amendement. Donc, c'est que Madame Rigol a à peu près un avis sur tout et fait des amendements sur rien. Moi, j'aimerais avoir son opinion sur les usines à charbon, parce que finalement, son candidat à l'élection présidentielle, parce que vous avez été très vocal pour appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc, je souhaiterais savoir quel est votre avis sur l'ouverture organisée par Monsieur Macron des centrales à charbon, qui est un peu votre bilan carbone, votre bilan électoral. Merci. La parole est à Frédéric Petit. Oui, merci. Je ne reviens pas sur l'indépendance. Quand on parle de cobalt, par exemple, ou quand on parle d'uranium pour faire tourner les centrales, je vous rappelle qu'il faudrait aussi qu'on s'intéresse aux chiffres de la logistique. Il faut très peu d'uranium pour faire tourner longtemps la France par rapport à du charbon. C'est pas une proportionnalité. C'est des choses qui sont peu connues, mais qui sont très importantes. On n'a pas besoin d'aller protéger des mines. Il suffit, on est capable logistiquement d'importer très vite ce dont on a besoin. Je reviens pas sur l'extrême puissante remarque sur l'électrification. Je veux dire, l'électrification, il nous faut de l'électrification. En France, on a deux tiers de consommation qui n'est pas électrifiée, qu'il faudra électrifier, donc il faudra phaser, donc qui va devoir être piloté. Voilà. Et pour piloter, il faut que ça soit centralisé. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, je vais parler de dogme. Je crois que vous avez un dogme. Vous avez un dogme de l'affrontement entre des gentils et des méchants. Il n'y a pas d'affrontement entre ça s'appelle le mix, justement. Le terme qu'on utilise, le terme scientifique, c'est mix. C'est mix, parce que ça veut dire qu'on a besoin parfois de faire de la puissance, on a besoin... Regardez, même dans l'énergie hydraulique. Moi, j'ai dans ma circonscription un pays qui est très très vert, et on ne s'y attend pas, c'est l'Albanie. Et l'Albanie, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie hydraulique, et ils ont deux sortes d'énergie hydraulique. Même à l'intérieur de l'énergie hydraulique, ils ont un mix, parce qu'ils ont du fil de l'eau, et ils ont de la puissance. Ils ont les deux. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est un travail de lucidité et d'équilibre. Si vous commencez par dire telle production est pas bonne, elle est méchante, et telle production elle est gentille, vous ne ferez jamais tourner un réseau. Vous ne ferez jamais marcher un réseau au niveau où nous en avons besoin. Merci beaucoup, Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Sur la question du lithium, je propose à mes collègues du Rassemblement national, si ça les inquiète, tant les dépenses en eau, de laisser tomber leur téléphone portable ainsi que leurs ordinateurs. Ça permettra d'en économiser une certaine partie. Quant au charbon, je pense que vous souffrez d'une grande surdité puisque les écologistes sont les premiers à avoir dénoncé le recours au charbon. Pourquoi ? Parce que je rejoins le rapporteur sur une chose. C'est sur la nécessité de sortir des énergies fossiles. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que les écologistes ont été particulièrement mobilisés contre une réforme des retraites qui viserait à capitaliser une partie des retraites et donc à financer les fonds qui sont les premiers
les premiers financeurs des principales énergies carbonées et des principales énergies sales. Je suis prête à envoyer à cette commission la littérature qu'il convient pour comprendre pourquoi. J'ajoute, juste en aparté, que les réflexions ad hominem ne sont pas du domaine de ce que nous sommes censés faire dans cette commission. Nous nous battons sur du fond, nous ne nous battons pas sur des personnes, et donc je vous annonce que j'ai une surdité de l'oreille droite qui fait que je n'entendrai plus les je n'entendrai plus les relances absolument constantes qui parviennent de là, et j'alerte Monsieur le Président sur le fait qu'il n'est pas tout à fait normal que ceci se reproduise avec quand même des références qui sont problématiques. Enfin, Monsieur Petit, il ne s'agit pas de déterminer des gentils et de méchants, c'est bien pour ça que la question est intéressante. Il s'agit de faire un choix politique. Oui, les émissions de gaz à effet de serre entre le renouvelable et le nucléaire sont à peu près équivalentes. Après, c'est si on prend en compte le circuit global de création, de transformation et d'exploitation ou pas, mais moi je vais partir, vous voyez, je suis sympa, je pars du fait que c'est équivalent. Ce qui compte, et j'en terminerai là-dessus, c'est le choix politique que l'on fait. Est-ce qu'on mise sur les secteurs d'emploi et de développement de l'indépendance de demain ou pas? Merci beaucoup. Je mets aux voix l'amendement numéro 5 de Madame Rogol, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement numéro 6 de Madame Rogol. Et j'entends les réflexions de collègues un peu fatigués du fait que je travaille avec mon équipe, mais désolé, nous travaillons. Donc dans cet amendement numéro 6, nous proposons de supprimer l'objectif considéré comme ambitieux, utilisé pour qualifier, en tout cas c'est le terme qui est utilisé pour qualifier les programmes de relance du nucléaire dans certains pays européens. Il nous semble que les programmes ambitieux sont ceux qui accélèrent de manière massive le déploiement d'énergie de demain, d'énergie renouvelable, en particulier d'énergie qui nous permettent de ne pas dépendre d'autres zones de la Terre afin de sortir des énergies fossiles. Je le disais tout à l'heure et je sais que nous nous rejoignons là-dessus avec nombre d'entre vous, et donc éviter les énergies et les systèmes qui nous enferment dans une technologie coûteuse et dangereuse. J'inclus là-dedans l'énergie nucléaire. Je ne reviendrai pas sur les 20 milliards d'euros qui auraient été bien mieux utilisés dans notre système de santé qui souffre actuellement, que nous coûte pour l'instant l'EPR de Flamanville, et ce n'est pas fini. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est votre avis? Défavorable. Dans ce cas, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, monsieur Petit. Oui, on va peut-être pas. Je veux dire, c'est surprenant qu'un parti qui a dit en hémicycle que la retraite était un salaire différé vienne nous accuser de faire de la capitalisation. Quand on dit que salaire différé, c'est qu'on est capitalisateur. Et on n'est pas dans la répartition. Nous avons défendu la répartition, mais je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Vous dites l'emploi et les choix politiques. Oui, il y a des choix d'emploi politiques, évidemment. Et ces choix d'emploi, allez auditionner avec votre équipe, allez auditionner le GIFEN, l'ensemble des PME qui travaillent dans ces domaines, qui s'exportent, qui vont négocier, qui vont travailler en ce moment en Pologne pour essayer de construire une filière. Nous avons des emplois énormes dans cette filière et dans toutes les filières qui vont venir derrière, avec les modulaires, et y compris avec la gestion des réseaux. La France, excusez-moi, et la Pologne aussi, mais surtout pas l'Allemagne, est le meilleur gestionnaire de réseau dont je parlais tout à l'heure. Donc nous avons un travail énorme à faire et à développer avec des éoliennes en mer, avec des éoliennes sur le sol, avec de la géothermie, avec un certain nombre avec un mix extrêmement divers. Et plus le mix sera divers, plus nous serons solides, parce que nous aurons des technologies et que nous serons en attente sur toutes les technologies, et surtout parce que nous développerons et nous exporterons notre très grande compétence de gestionnaire de réseau. Merci, Madame Rogol. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne les auditions, nous avons fait partie de la commission d'enquête, je crois, sur le nucléaire, dont le gouvernement n'a pas souhaité attendre les conclusions pour voter le projet que vous venez de voter. Donc, je pense qu'en termes d'audition de tous les acteurs de la filière, des acteurs anciens et présents et potentiellement futurs,
on a un peu fait le plein. Moi, ce que j'ai auditionné aussi, ce sont les experts du recyclage de tout ce qui est batterie, par exemple, auquel la France, ce gouvernement, n'offre pas aujourd'hui de filière susceptible de pouvoir lutter contre tout ce qui se passe. Or, vous avez raison, l'électrification, c'est important, mais ça passe aussi et surtout par des batteries, et ça passe surtout par un sujet dont ce texte ne parle pas, dont vous n'avez pas parlé depuis le début, qui est la sobriété. Il me semble qu'il y a quelque temps, c'était le maître mot de ce gouvernement, que la seule bonne énergie, c'est celle qu'on ne produit pas, celle qu'on n'utilise pas, et que le facteur premier, c'est d'abord de réfléchir à comment on arrête de gaspiller, de dilapider, de faire une gabegie d'énergie. Et ça, on en est capable. Ça tombe bien, les écologistes proposent notamment dans leur PPL, dans leur niche du 6 avril, de supprimer les écrans lumineux qui consomment énormément au détriment des besoins des ménages. Il me semble que vos groupes parlementaires ont fait tomber l'intégralité de ce que contenait ce projet de loi. C'est là que commencent les économies d'énergie et la sobriété dont nous avons terriblement besoin. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Regoll pour l'amendement numéro 7. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons par cet amendement de rappeler que certains États membres de l'Union européenne ont fait le choix courageux de miser sur les énergies renouvelables afin de sortir des énergies sales et carbonées. C'est le cas de l'Allemagne, évidemment, qui fait un travail extraordinaire, mais c'est le cas aussi de l'Espagne, qui prévoit de sortir du nucléaire d'ici 2035 et produit déjà 45% de son électricité à partir de renouvelables. L'Espagne, c'est intéressant aussi parce qu'elle est sortie du charbon dans un silence absolu. Elle a fait ce qu'on appelle une transition et donc a formé les personnels qui sortaient du charbon, leur a trouvé des boulots dans la zone géographique qui était celle où ils vivaient et donc pas de grève, pas de blocage, une transition très bien et je crois qu'elle est sortie définitivement du charbon d'ici 1 an ou 2. Mais c'est le cas aussi de l'Allemagne qui a, malgré toutes les contre-vérités, fermé une vingtaine de centrales à charbon. C'est à développer comme aucun autre pays les énergies renouvelables, à développer des marchés attenants et qui lui permettent de pouvoir affronter l'avenir. Elle a aujourd'hui un mix électrique dominé à 50% par les énergies renouvelables et une sortie prévue des énergies carbonées grâce à l'action notamment, évidemment, des Grünen, à savoir les Verts allemands. Il y a donc un chemin possible pour se passer des énergies fossiles et du nucléaire, comme le montrent les scénarios développés par RTE, mais aussi par Negawatt, si vous voulez quelque chose d'un peu plus militant. Tout est une question de choix politique, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous, notre choix politique, c'est d'arrêter de mettre la poussière nucléaire sous le tapis. Je parle bien entendu des déchets, sujet que là aussi nous n'avons pas abordé et qui crée une dépendance supplémentaire à des pays comme la Russie ou d'autres. C'est quand même gênant de ne pas être en capacité de gérer ses propres déchets qui ont une durée de vie, je vous le rappelle, équivalente à celle qui nous sépare du temps de la construction des pyramides. On n'a pas encore éclairci tous les mystères des pyramides. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer dans quelques centaines d'années en découvrant les déchets sous Bure notamment. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que vous avez quand même une fâcheuse tendance à pas lire la totalité de ce qui vous est présenté, puisque la proposition de résolution parle clairement des déchets et de la filière du combustible. Donc, et notre collègue Petit nous a rappelé l'importance de le traiter de manière territoriale et locale. Par ailleurs, et j'en viens sur cette question de réseau, puisqu'on s'écarte, donc je vais quand même m'écarter aussi un petit peu, c'est pas parce que des pays ont fait des mauvais choix qu'on est obligé de les confirmer. On a eu ici une présentation sur l'ingérence par Raphaël Glucksmann, et vous avez bien vu comment l'Allemagne s'est mise dans un état de dépendance qui met notre sécurité à tous en danger. Par ailleurs, et là on revient en termes techniques, on parlait de puissance avant. Le corollaire de ce qu'a fait l'Allemagne, c'est la nécessité de mettre des centrales au gaz sur lesquelles les prix de l'énergie sont corrélés, parce que forcément, c'est celles qui sont mises
en service pour pouvoir soutenir le réseau, parce qu'il y a une question de montée en charge qui est derrière, que les énergies renouvelables ne peuvent pas fournir. Donc franchement, vous vous trompez, je pense, d'un point de vue stratégique, vous vous trompez d'un point de vue technique, vous vous trompez aussi d'un point de vue financier, parce que quand on vous écoute, il suffit de prendre un endroit pour remettre à l'autre pour financer. Je crois qu'effectivement, ça procède d'une vision de l'économie et des sociétés qui vous est propre, mais qui généralement aboutit, à mon sens, sur des catastrophes à minima industrielles, voire démocratiques. Donc, Madame Lepay, je voulais quand même répondre à la question que vous m'avez posée à travers ça, puisqu'on s'écarte de tout. Oui, il y a un effet de négociation. Comment pérenniser tout ça? L'idée de faire une filière, c'est de dire aussi à nos partenaires, la France ne va pas manger toujours toute la totalité du gâteau. Si on veut que les autres nous soutiennent, il faut que chacun un petit peu en profite, il voit son intérêt. Faire l'Union européenne, c'est finalement à un moment participer d'une richesse commune, et on ne peut pas tirer à son seul intérêt. Et je pense qu'il y a un moment, mais ce n'est pas à moi qui conduit les négociations, mais sur ce qui vient de se passer récemment, vous voyez bien que les Allemands sont très attachés, notamment l'industrie allemande, à la question des carburants de synthèse. Et qui dit carburant de synthèse dit la maîtrise du carbone et de l'hydrogène. Donc il y a probablement dans nos négociations quelque chose autour de ça pour pouvoir se retrouver sur la nécessité du nucléaire et trouver des vecteurs énergétiques qui nous permettent de décarboner l'ensemble de notre industrie. Et avis défavorable. Merci, Monsieur Dumont. Merci, Monsieur le Président. Bon, évidemment, les Républicains seront contre cet amendement, comme l'ensemble des amendements présentés par notre collègue Régol. En fait, j'ai créé une blague. Présenter l'Allemagne comme étant le modèle le plus vertueux de décarbonation de l'énergie, pardon, mais c'est risible. C'est risible quand on regarde les taux, le nombre de tonnes d'émissions par habitant de l'Allemagne comparé à l'ensemble des autres pays européens. C'est quelque chose qui est au-delà de l'entendable scientifique. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix politique qui a été fait. Et vous défendez une politique qui est une politique antinucléaire. C'est votre choix, très bien, vous l'assumez. Mais ne dites pas que c'est quelque chose de vertueux. On voit très bien que l'Allemagne, à cause d'accords électoraux, a dû fermer des centrales nucléaires. Et a fait quoi? A rouvert des centrales à charbon, des centrales à lignite, et a créé le gazoduc Nord Stream pour pouvoir importer du gaz directement de Russie sans le faire transiter par voie terrestre, mettant en danger l'Ukraine au niveau de ses liquidités. Voilà, c'est ça concrètement ce que ça veut dire la fin du nucléaire en Allemagne. Et donc vouloir engager la France et l'ensemble des pays européens dans cette voie en faisant de l'Allemagne un modèle de vertu est quelque chose qui, en vertu du contexte international aujourd'hui et des comparaisons d'émissions de CO2, est pour le moins risible. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Je rappelle que ce n'est pas le contribuable qui finance les investissements dans l'énergie, c'est l'utilisateur final de l'énergie. Vous avez dit que les batteries, vous avez parlé des batteries, mais les batteries, c'est un consommateur d'énergie électrique. Il n'y a pas de mine de batterie. Pour faire des batteries, on stocke de l'électricité, mais je veux dire, les batteries, c'est pour réutiliser de l'électricité qu'il faut bien produire avant. Ça n'a rien à voir avec l'électrification, les batteries. On peut très bien passer à l'électrification sans batterie. Il y a un très beau scénario de RTE où ils disent il y a moins besoin de batteries si on est capable, si c'est le réseau qui gère les voitures la nuit. Je sais pas si vous l'avez lu, mais lisez ça, c'est absolument extraordinaire ce qu'on pourra faire dans quelques années quand on aura progressé. Et puis enfin l'Allemagne, excusez-moi, mais l'Allemagne vient de raser son dernier village pour agrandir sa mine de lignite. Enfin, ça s'est passé il y a 2 mois, 3 mois, voilà, avec des gens qui ont vu de nouveau leur maison engloutie parce que, je dis de nouveau parce que c'est toute une zone, hein, il faut y aller. Ok, c'est pas très loin en plus de la frontière, et on a écrabouillé le dernier village parce qu'il faut aller chercher du charbon. Vous dites qu'il y a des mines de charbon qui ont fermé, mais les centrales à charbon fonctionnent toujours, fonctionnent à la lignite. Et je vous rappelle que c'est parce que ils ont aussi du verre. Donc je ne suis pas contre. Je dis, si vous voulez faire du renouvelable dans les connaissances technologiques qu'on a de manière industrielle, qu'on est capable de développer de manière industrielle dans les 30 ans, 40 ans qui viennent, vous devez avoir quelque part sur le même réseau une production turbinée, on va dire en gros.
Donc vous devez avoir soit du gaz, soit du charbon, soit du nucléaire, soit de l'hydraulique de puissance. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'éolien qu'ils ont été obligés de le baquer et d'être obligés de rouvrir des mines de charbon, Voilà. Et puis sur les déchets, merci au rapporteur d'avoir apporté. Je pense que vous n'étiez pas là au départ, merci, chers collègues, quand j'ai présenté mon amendement sur la territorialisation des déchets. Benjamin Haddad. On est en train d'avoir cette conversation au moment où des parlements de Land, comme par exemple le Mecklembourg-Poméranie occidentale en Allemagne, sont en train d'avoir, eux, des commissions d'enquête sur des financements par la Russie, d'organisations, de fondations écologistes antinucléaires qui ont fait campagne dans l'opinion publique allemande depuis des années, ce qui a mené, comme l'a rappelé notre collègue Dumont, par exemple au projet Nord Stream de pipeline avec la Russie, qui était évidemment un projet à visée géopolitique par la Russie et qui a été soutenu par toute une partie de la gauche avec les écologistes allemands, en grande partie au nom de la fermeture des centrales nucléaires. Aujourd'hui, l'Allemagne consomme à peu près 10 fois plus de carbone par kilowattheure que la France. Pour nous, c'est 50. Pour les Allemands, c'est entre 400 et 600. C'est évidemment pas à cause des renouvelables. C'est lié au fait que nous avons le nucléaire dans notre mix, et puisqu'il est bien question d'un mix équilibré entre le nucléaire et le renouvelable pour la France et pour l'Europe d'ailleurs dans cette résolution, et qu'à l'inverse, les Allemands ont fait le choix du charbon et du gaz, et sont de très loin les premiers consommateurs de CO2 sur notre continent. Donc à la fois pour des raisons émetteurs bien sûr, donc à la fois pour des raisons environnementales et des raisons d'indépendance stratégique, tout ce débat n'a pas de sens. Merci. Joël Mélin. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai entendu pendant 8 ans ce genre de propos au Parlement européen, et aujourd'hui, je vois que les éléments de langage n'ont pas changé, alors que la situation s'est éclaircie, que précisément, et au jour où nous arrivons à voter, je pense, un texte à une très large unanimité, on en est encore à entendre des choses pareilles. Ce que je voudrais vous dire, Madame, c'est que on n'est pas à une contre-vérité près dans votre camp. Monsieur Dumont l'a rappelé tout à l'heure. De même qu'il y a une contre-vérité qui, moi, me pose un énorme problème, mais peut-être que vous allez me répondre. Je voudrais quand même savoir pourquoi le dioxyde de carbone, qui représente 0,0, que je ne vous dise pas de sottises quand transformé en pourcentage, de 0,03% de l'air, et je ne parle pas du méthane qui est encore un gaz beaucoup plus rare, ces deux gaz rares de l'air sont devenus l'alpha et l'oméga de tout comportement économique et social du monde universel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qu'il faudrait voir de près et arrêter de nous présenter la décarbonation comme l'alpha et l'oméga de toutes nos activités? Donc peut-être avez-vous la réponse que j'attends depuis 8 ans, puisque je n'ai jamais pu l'avoir auprès de qui que ce soit, et vous dire qu'on ne peut pas, quand nous sommes avec un mix énergétique qui se présente, qui est équilibré, où nous avons encore, même s'il est en mauvais état, un parc nucléaire de belle qualité, arriver à dire qu'il faut le fermer. Ne rappelons pas que ce soit M. Macron qui ait fermé Fessenheim, qui a été une erreur, n'en rajoutons pas. Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Quelques chiffres. L'Allemagne est passée sur le gaz de 55% de son mix à 9% sur les dernières années. Donc une dépendance au gaz, vous avez raison, dont elle est en train de sortir. Elle a diminué par 2,5 ses émissions de gaz à effet de serre, ses émissions de polluants, en décarbonant son mix énergétique. Elle a pour objectif d'arriver à sortir de ces énergies polluantes de sortir du gaz et du charbon d'ici 2030 et d'avoir une neutralité carbone en 2045. C'est bien au-delà de ce que nous faisons, nous. Et je pense que si nous avions des objectifs aussi ambitieux, nous aurions quelque chose de plus important. Vous m'avez taclé, monsieur le rapporteur, sur mon retard, et vous avez tout à fait raison, mais j'ai envie de vous répondre que le texte de cette résolution nous propose de se baser, pour ce qui est des déchets, sur des réacteurs de 4e génération qui ne sont pas encore en activité et dont on ne sait même pas quand ils rentreront en activité. C'est d'ailleurs l'objet du
de l'amendement suivant. C'est un peu gênant de considérer comme ça, sur du rêve, ce que sera après. Sur les batteries c'est du stockage. C'est un peu l'un des enjeux auxquels nous ne répondons pas aujourd'hui, que d'être en capacité de stocker pour restituer et donc d'être plus sobre en matière de production. Enfin, je ne savais pas, en venant ici, que je devrais réexpliquer en quoi le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine, à l'activité industrielle, fait largement documenté par toute la littérature scientifique, et j'encourage ma collègue qui me posait des questions sur les effets des gaz et les effets combinés sur ce point à se renseigner. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 7. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 8, Madame Regol. Eh bien, transition parfaite, puisqu'il s'agit des réacteurs de 4e génération. Cet amendement rappelle donc que ces réacteurs ne sont toujours pas en service et que miser sur eux pour résoudre la question des déchets radioactifs revient à s'enfermer dans une forme de technosolutionnisme qui est souvent la solution en matière de sécurité, en matière d'énergie, en matière de ce que vous voulez. Le problème du technosolutionnisme, c'est qu'il met de côté le choix politique et donc la responsabilité que l'on doit endosser pour l'avenir. Nous ne faisons pas que donner une facture aux générations futures. Donc, on est dans une dépendance encore accrue au nucléaire, ce qui est dommage. Il faut qu'on continue à utiliser ces réacteurs jusqu'à leur fin de vie, mais il n'est pas nécessaire de continuer à miser encore dessus. Et donc cette dépendance qui produira in fine des déchets toujours plus dangereux et qui reste une énergie extrêmement fragile face au réchauffement climatique, comme je vous le disais tout à l'heure, du fait de la chaleur, face aussi aux déstabilisations géopolitiques qui font malheureusement leur retour sur le sol européen. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Déjà, ce qui est important, c'est de temps en temps à ne pas toujours répéter des mantras comme si ça donnait la vérité. Il y a actuellement dans le monde 3 réacteurs de 4e génération en service, dont un qui va être accordé au réseau électrique en Chine. Donc je vous propose quand même de remettre vos fiches à jour parce que ça en devient gênant. Donc après, une fois que ça s'est dit, il est évident qu'il ne s'agit pas de mettre quoi que ce soit sous le tapis. Il n'y a pas d'idéal dans la marche humaine. Il n'y a pas d'énergie idéale. Chacune a ses inconvénients. Et effectivement, dans les inconvénients du nucléaire, il y a la maîtrise du cycle de production d'électricité et il y a la question des déchets. C'est une question qui est essentielle. Dans la question des déchets, il y a effectivement la possibilité de les réutiliser sur les 4e générations qui évacue les déchets à long cycle de vie, à longue demi-vie. Et derrière, il y a le stockage. Très bien, on en parlera juste après. Okay. Non mais respectons-nous et restons le plus cordial possible. Très bien, entendu. Bien pris, j'ai pas... Ok, j'avais pas vu. Je n'ai pas vu, Madame Regol. Si c'est le cas, c'est effectivement inacceptable. Je suis vraiment très très cool. Oui, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Il est venu me hurler dans l'oreille et que j'étais désagréable, méchante, Bon, je sais pas quoi. Enfin, bon, ok. Non mais si c'est le cas, c'est inacceptable et je lui en parlerai. C'est bien pris. Monsieur le rapporteur, allez-y. Et donc pour finir, c'est pour ça qu'on vous propose de créer un PIEC sur la filière du combustible, sur ces réacteurs aussi de 4e génération. Il y a un amendement du groupe GDR qui n'est pas là, mais que je vais reprendre parce qu'il propose aussi d'aller dans ce sens-là. Et Monsieur Petit, je vais vous donner droit et je vais déposer moi-même ce que vous proposez avec une réécriture que je vous proposerai à la fin. Donc sinon, ça sera un avis défavorable. Merci. Monsieur Petit. Merci. Oui, juste une remarque. Donc, merci pour cet amendement. Je vais répondre à Madame Mélin. Je ne vais pas faire de la technique, mais l'effet de serre, c'est pas lié au pourcentage. L'effet de serre est lié à des propriétés de ces deux gaz.
c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi, mais l'effet de serre est prouvé scientifiquement. Et effectivement, ces gaz, on pourrait dire la volatilité. D'ailleurs, si vous regardez votre table de Mendeleev, ce que les gens connaissent encore à peu près, vous verrez que c'est pour ça que le méthane est 7 fois plus, parce qu'il est 7 fois plus volatile, et 7 fois plus d'effet de serre que le gaz carbonique. Donc voilà, c'est l'effet de serre. Il faut décarboner notre énergie. Il faut décarboner notre énergie. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je mets aux voix l'amendement numéro 8 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement numéro 12, Madame Regol. 10 là, il n'a pas sauté sur l'alinéa 36. Il vient après. On va dans l'ordre, il arrive, Ok. il arrive un peu plus tard, vous avez le 12 d'abord. Ok, que je ne retrouve plus. Attendez que je passe en revue mes notes. Sur les 16 bon, États membres. C'est bon. Qui est une défense très rapide. Un amendement pour rappeler une réalité mathématique simple. Si l'Union européenne compte 27 États membres et que 11 d'entre eux ont signé la déclaration pour un renforcement de la coopération européenne en matière d'énergie nucléaire, ça signifie que 16 d'entre eux ne l'ont pas signé, soit une majorité. Merci, monsieur le rapporteur. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement numéro 2 de Madame Carman, il n'est pas défendu. Le numéro 9 de Madame Regol. Mais je suis déçue, là, c'était vraiment un amendement factuel qui reposait sur des faits Vous allez mathématiques peut-être vous rattraper sur évidents celui-ci. et que tout le monde peut constater. Trêve de plaisanterie. Si, mais celui-là, il était vraiment facile. 16 sur 22, voilà, bon, bref. Ah non, moi j'assume, je vous ai donné des chiffres factuels que vous pouvez sourcer. Allez-y sur l'amendement, allez-y. Le numéro 9. Cet amendement propose de modifier la formulation, mais c'est parce que M. Dumont est très taquin aujourd'hui. Ça c'est vrai, ça je vous l'accorde. Donc cet amendement propose de modifier la formulation plutôt que de regretter que la Commission européenne n'inclue que de manière partielle l'énergie nucléaire dans sa stratégie de développement des technologies propres. Il faudrait regretter qu'elle puisse considérer le nucléaire, même partiellement, comme une technologie totalement propre. Les stocks de déchets radioactifs dangereux pour les êtres vivants et pour l'environnement en général, entassés dans la piscine de La Hague ou sous les sous-sols de Bure, viennent quelque peu contredire l'idée de propreté que laisse transparaître cette formulation et cette inclusion. La formulation actuelle est donc problématique et constitue un petit peu quand même un déni de réalité concernant l'impossibilité de traiter des déchets hautement dangereux, hautement toxiques. Il convient donc de le modifier. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Défavorable. Je mets au voix cet amendement, qui est pour. C'est bien. Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 3, monsieur Dumont. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui vise à prendre en compte les derniers développements de ce qui s'est passé au niveau de la commission, avec la proposition de règlement qui a été présentée le 16 mars dernier. Donc, nous proposons d'ajouter l'alinéa suivant après l'alinéa 34 encourage le gouvernement à trouver par la négociation avec ses partenaires européens les moyens d'inscrire l'énergie nucléaire à l'annexe de la proposition de règlement de la Commission du 16 mars 2023, industrie à zéro émission nette. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai pas eu l'occasion de répondre sur tous les commentaires politiques sur le fait qu'on rejoignait des points de vue ou qu'on se rendait à la raison. Moi, je vais vous dire, je m'occupe pas de ça. Et l'essentiel, c'est de regarder devant. Et comme votre amendement va parfaitement dans le bon sens, et c'est ce qu'on recherche, je mettrai donc un avis favorable. Merci. Je mets au voix cet amendement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 10, madame. Alors, c'est un amendement qui propose de supprimer l'alinéa 36 parce que les écologistes souhaitent marquer leur opposition, vous l'aurez bien compris, à la constitution d'une filière européenne du nucléaire civil et surtout rappeler que le déploiement d'une telle énergie ne permet pas de répondre à l'urgence climatique que nous vivons, qui constitue un enjeu pour aujourd'hui et pour demain. Et je l'ai déjà dit, en cas de déstabilisation politique, nous avons parlé de l'Ukraine, c'est un danger renforcé et l'Union européenne se trouverait à nouveau exposée. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
Oui, quand même, juste un commentaire sur la sécurité des pays partenaires. Il y a beaucoup de technologies qui sont des technologies russes. Aujourd'hui, les centrales en question vont avoir un problème d'approvisionnement en combustible. Si ce n'est pas fait par nous-mêmes, ça sera fait par des tiers. La nature a horreur du vide. Et je crois qu'on peut s'accorder sur un sujet aussi important que le nucléaire, qu'il est essentiel de maîtriser la totalité de la filière. Donc ça sera un avis défavorable. Merci. Madame Rogol. C'est un tac au tac un peu taquin, mais je suis bien d'accord, et les écologistes ont largement défendu le fait que le temps, même si nous sommes pour sortir du nucléaire, que le temps où il est toujours actif, sa sécurité est un enjeu national et une priorité. C'est bien pour ça que nous nous sommes battus contre la fusion de l'IRSN. C'était juste pour le rappeler au débat. Merci. Je mets au voie cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 16 de M. Chassaigne, qui est repris par le rapporteur. Oui, c'est donc un amendement du groupe GDR qui vise à la question de la fermeture du cycle de combustible, rappelant notamment la filière de surgénérateurs à neutrons rapides, et donc propose de compléter l'alinéa 38 par les mots « et le soutien au développement de la filière de réacteurs à neutrons rapides en capacité d'assurer la fermeture du cycle de combustible ». Je pense que c'est parfaitement dans le sens de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, donc j'y émettrai un avis favorable. Merci. Je mets au voie cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 11, Madame Rogol. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit cette fois-ci d'un amendement de suppression de l'alinéa 39 pour rappeler et soumettre au débat le sujet des SMR, qui ne constituent pas, encore une fois, une réponse adaptée au réchauffement climatique, qui sont aujourd'hui inopérants, puisqu'ils n'existent pas encore, et qui ne nécessitent pas vraiment, en tout cas de façon industrielle, et nécessitent une production en série ou une politique d'exportation à des pays dont les normes de sécurité ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, et que ce qui est nécessaire pour assurer une sécurité autour du nucléaire, ou en tout cas leur coût serait bien augmenté s'il n'y avait pas ces exportations. Ça nécessite, quoi qu'il arrive, des investissements importants, voire colossaux, qui se feront forcément, puisqu'il s'agit d'actions à budget constant, au détriment des énergies renouvelables. En outre, en multipliant le nombre de réacteurs et leur emplacement, on multiplie aussi les risques d'accident. Alors, ce n'est pas mini-réacteur, mini-conséquences, ça reste de l'énergie nucléaire. Avec des attaques terroristes, toujours possibles, des malveillances, toujours possibles. Ce n'est pas un petit sujet. Ces SMR ne résolvent par ailleurs toujours pas la question des déchets radioactifs et dangereux. Bref, on voit bien l'effort qui est fait dans la logique de penser que l'hypercentralisation de la production d'énergie n'est pas une solution. Mais la question de la sobriété et des déchets n'étant toujours pas prise en compte, un gros souci pour les écologistes. Merci, monsieur le rapporteur. Pour faire très rapidement, déjà les SMR et les AMR, on n'est pas sur les mêmes normes de sécurité et ça ne s'appliquera pas de la même manière. Par ailleurs, l'AMR, c'est bien un réacteur de 4e génération, donc ça ferme le cycle du combustible. Et je crois que c'est aussi essentiel de savoir investir dans une filière, puisque parfois, vous parliez des téléphones tout à l'heure, si on n'avait pas fait de la recherche fondamentale, on ne maîtriserait pas les électroaimants qui permettent de faire ce genre de choses. Et donc, quand on pousse la recherche, on trouve aussi des choses dans l'usage du quotidien. Et pour toutes ces raisons-là, moi, je suis très favorable au développement de ces filières-là. Donc, ça sera un avis défavorable. Merci. Monsieur Petit. Oui, quand on parle des SMR et des AMR, il faut quand même... Enfin, il y a des choses que je ne peux pas entendre. Ils fonctionnent à pression atmosphérique, ils fonctionnent à base isotope. Donc vous évitez, enfin, si on fait de la pression le nucléaire à pression atmosphérique des SMR qui fonctionnent aujourd'hui, il y en a qui fonctionnent, madame. C'est évident qu'il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre tous les terroristes que vous voulez. On ne fait pas sauter quelque chose qui est à pression atmosphérique ni à base isotope. Les SMR décentralisent.
Alors, pour moi, c'est leur problème. Le problème, c'est qu'ils mettent un peu la pagaille sur le réseau. Mais ce sont des solutions mobiles, ce sont des solutions modulaires. Quand on fait un gros chantier, on a besoin d'une source d'énergie pour... Voilà. Mais dire que les SMR, c'est de la centralisation de l'énergie, c'est une erreur. Et les AMR réduisent les déchets. Les AMR sont de la réutilisation de déchets et permettent d'avancer encore plus dans la logistique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, avis défavorable, évidemment. Merci. Pardon. Je voterai contre. Merci de donner les avis pour le rapporteur, M. Petit. Madame Rogol. Je me doute bien qu'il y a un certain nombre d'avis défavorables sur mes amendements. Plus sérieusement, je souligne votre cohérence, Monsieur Petit. Oui, les SMR, ce que je vois comme étant en plus, à savoir la décentralisation, puisque vous êtes pour un système très centralisé, vous le déplorez comme étant, vous avez dit texto que ça venait foutre la pagaille sur le système. Oui. On s'écoute, c'est Madame Rogol qui a la parole. Merci. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est intéressant de rechercher à penser la décentralisation de la production de l'énergie, puisque c'est l'avenir d'arriver à avoir des productions locales. Ça tombe bien, c'est exactement ce que font les énergies renouvelables, surtout quand elles sont mises entre elles. Et tout à l'heure, votre collègue, mais qui est parti, rappelait la loi ENR que les écologistes n'ont pas votée, mais parce qu'une loi qui oppose protection de la biodiversité ou développement des énergies renouvelables n'est pas une loi qui pense les énergies de demain, c'est juste une loi qui reste sur une pensée basée sur le nucléaire et donc qui oppose des choses qui n'ont pas à s'opposer. En revanche, je vous rejoins, monsieur le rapporteur, sur la recherche fondamentale. Et là, je dis oui et 100 fois oui. Elle est nécessaire, mais j'ai envie de finir sur une réflexion un peu taquine. Pourquoi ne pas mettre les moyens sur la recherche fondamentale en France, sur le CNRS, sur l'université, même sur l'école publique, puisque là, on a des chiffres aujourd'hui qui démontrent qu'un élève dans le privé reçoit plus de dotations qu'un élève dans le public. Il me semble qu'inciter la recherche fondamentale, ça passe par là, et là-dessus, je vous rejoins. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 15 de M. Chassaigne, repris par le rapporteur. Oui, c'est un amendement qui vise la question des modalités et les coûts de financement pour le déploiement ou le remplacement des réacteurs nucléaires, avec cette phrase qui serait insérée après l'alinéa 40, au 40 bis, demande à ce que le développement des nouveaux programmes nucléaires civils soit intégré dans les projets éligibles au financement de la Banque européenne d'investissement. On parle de massifier les investissements, de faire en sorte qu'on puisse... probablement avec les PIEC aussi déroger en partie aux problématiques des aides d'État. Et la Banque européenne d'investissement est un levier fort. Donc je vous propose, moi je serais favorable, je vous propose de voter cet amendement. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est... Amendement numéro 13 de Madame Rogol. Je vous propose, Monsieur le Président, de défendre les amendements 13 et 14 en même temps, puisqu'ils vont dans le même Volontiers, sens. merci. Et en plus, ce sont mes deux derniers amendements, Ouais, donc vous serez toutes et tous soulagés. Magnifique. Ces amendements proposent que la France... Vous noterez quand même que je reste très calme, malgré les petites remarques, et que je vous réponds même avec humour. Tout à votre honneur. Je me permets de le souligner, parce qu'il y a des moments où c'était pas toujours facile pendant cette séance. Ces amendements proposent donc que la France se positionne contre l'export de matériel nucléaire civil hors Union européenne. La multiplication des centrales de par le monde, nous l'avons rappelé plusieurs fois, constitue un danger. Tous les États ne sont pas dotés des mêmes normes de sécurité nucléaire que celles que nous connaissons ici et que nous valorisons en France. Prenons l'exemple de la construction en Inde avec l'aide d'EDF, de la plus grande centrale nucléaire du monde, à moins de 10 km d'une faille sismique avérée, dont les dangers potentiels sont attestés par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes indienne. Et EDF prévoit dans les contrats de s'exonérer évidemment de toute responsabilité en cas d'accident. C'est évident que les normes sont peut-être pas tout à fait là. Peut-être aussi parce que les déboires de Flamanville lui ont appris à se couvrir sur ces dossiers. C'est vrai que autant d'années à dépenser autant d'argent pour quelque chose qui ne fonctionne autant pas, ça fait beaucoup. Comment accepter ce type de mise en danger des populations, certes étrangères, mais on sait que le nucléaire n'a pas vraiment de frontières. Le nuage de Tchernobyl s'est pas tout à fait arrêté aux frontières françaises.
Comment peut-on considérer que ce qui n'est pas acceptable chez nous le soit ailleurs, avec, encore une fois, cette possibilité que ça arrive jusqu'à chez nous? Nous ne l'acceptons pas, et du côté des écologistes en tout cas, et nous proposons donc d'éviter que toute dérive soit possible. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, on ne peut pas installer n'importe quelle installation n'importe où, puisqu'il faut des autorités de sûreté nucléaire adéquates pour pouvoir le faire, si on parle de réacteurs type EPR2. Et après, très clairement, je serais défavorable à vos amendements, puisque le but, c'est, on n'est pas là pour porter le fardeau de la transition seul. C'est un problème planétaire. Et si on veut résoudre ce problème planétaire, c'est l'ensemble des 10 premières économies du monde qu'il va falloir décarboner. Sinon, ça sera un échec. Et comme c'est dit dans le rapport, et comme c'est dit là, le nucléaire est une partie intégrante de cet objectif. Madame Rogol. Monsieur Petit, puis Madame Rogol. Je ne savais pas que je parlerais de ma circonscription, mais il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique est à Vienne, et les normes sont les mêmes si on fait un EPR là-bas, et les normes seront les mêmes. C'est l'Agence internationale qui est présente à Zaporizhzhia, je vous le rappelle, par rotation. Et donc, dire que les normes ne sont pas les mêmes et que ces pauvres Indiens non, c'est pas vrai. Les normes sont les mêmes. Il y a une Agence internationale de l'énergie. Merci, Madame Rogol. Si je suis d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur le fait qu'il s'agit d'un problème planétaire et que nous habitons toutes et tous la même planète, je suis en désaccord en revanche avec la conclusion que vous en faites. Il faut bien avoir le courage, à un moment donné, pour redevenir une très grande nation à l'échelle internationale, un très grand collectif à l'échelle européenne, d'arriver à prendre ce problème à bras-le-corps. Et ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, de faire de l'Europe le leader de la transition écologique dans le monde, avec toute la recherche qui permettra, je ne sais pas, les énergies de demain, avec les emplois que ça accompagne, avec le développement économique que ça accompagne, et pas un développement basé sur le passé, mais bien l'investissement de ceux qui seront les emplois de demain. Parce que dans d'autres pays, on se pose moins de questions. Et on fait du renouvelable low cost, dangereux pour les habitants. Je pense notamment à la Chine, avec ses panneaux solaires qui ont un temps inondé les marchés pendant que nous restions sur notre Aventin, au lieu d'essayer d'investir sur un marché de l'excellence dessus. Et je ne prends que cet exemple. Alors oui, chiche, affrontons ce défi planétaire, soyons à la tête de ce défi planétaire et faisons de la France le leader de tout ça. Mais bon, j'ai pas l'impression que la politique du gouvernement actuel aille dans ce sens. En tout cas, c'est pas ce que disent les tribunaux internationaux qui le condamnent plusieurs fois pour inaction climatique. Merci. Je mets aux voix les amendements de Madame Rogol. D'abord, le numéro 13, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le numéro 14, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets... Oui, et il y a monsieur le rapporteur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous propose de rajouter un amendement rapporteur après l'alinéa 39, donc un alinéa additionnel, qui stipulerait soit une intervention de l'Union européenne pour promouvoir la territorialisation sur le sol des États membres de la totalité du cycle du combustible, de sa production au retraitement des déchets nucléaires. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole dessus? Si non, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Non. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Et je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ce travail. Merci les uns et les autres pour ce débat. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, à 17h15. C'est l'audition de Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Et ce sera vraisemblablement dans la salle de la Commission des Finances, parce qu'il y aura un vote solennel en même temps, donc on suspendra quelques temps pour ensuite aller voter. Voilà. Mardi, 17h15, salle de la Commission des Finances, audition de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. À mardi.